Merci pour votre participation. Alors aujourd'hui, je vous parle de la blessure du rejet. Alors, on va regarder, c'est un sujet que vous avez dans le programme à la semaine 23. Et la raison pour laquelle je l'ai intégré au programme, parce que nos blessures, ce sont des éléments que tout simplement, on porte à l'intérieur de nous. Alors, il y en a 5 et on les identifie de différentes façons. Et puis, on peut les avoir un peu tous, comme on peut en avoir une ou deux qui sont plus, comme je dirais, plus dominantes dans notre vie. Celle du rejet, c'est celle qu'on voit le plus souvent, que c'est la blessure qui est la plus commune et qui se manifeste de différentes façons. Alors, on va voir comment elle se manifeste, on va aussi voir comment l'identifier et comment la soigner. Naturellement, notre vie, elle est parsemée de situations qui, si on porte la blessure, peu importe les blessures qu'on porte, on va avoir tendance à voir la situation à travers le filtre de notre blessure. Et selon les auteurs, nos blessures, on va les penser, on va les soigner le restant de nos jours. Alors, elles ne sont pas complètement guéries. Même si on pense qu'elles peuvent être guéries, elles ne le sont pas complètement. Puis, je vais vous parler d'une situation personnelle, juste pour vous présenter comment je l'ai expérimenté dans ma vie. Alors, les blessures, il s'éveille. Donc, la blessure de rejet va s'éveiller en l'enfance et on dit que c'est de 0 à 7 ans que l'enfant enregistre la majorité des croyances et des perceptions. Vous savez, vous vous souvenez quand je vous parle ici, là, les sens, là, comment cette partie de nous se crée. Donc, nos croyances, nos valeurs, nos expériences passées, c'est ça qui va nous permettre de ressentir. Notre dialogue intérieur va se former, puis ensuite, on va avoir des comportements qui vont se former. Alors, ça se crée de 0 à 7 ans. Alors, l'enfant qui porte la blessure du rejet, ça va être un enfant qui soit, puis ça ne veut pas dire que c'est tout comme ça, mais ça va être soit qui se sent non désiré, un enfant que le sexe, en fait, son père ou sa mère aurait voulu avoir un garçon, puis il y a eu une fille, ou il aurait voulu avoir une fille, puis il y a eu un garçon. Ça va être un enfant qui, durant son enfance, se sent constamment critiqué. Et puis, on va lui dire, il va entendre des mots comme « t'es trop quelque chose », donc « t'es trop petit »,« t'es trop, tu bouges trop » ou « tu n'es pas assez ». Donc, on va le comparer par rapport à un autre frère et sœur ou par rapport à d'autres enfants. Ça va être un enfant qui sent, en fait, quand on grandit, on a ce sentiment-là qu'il n'a pas le droit d'être soi-même. Donc, on ne veut pas qu'il parle trop, on ne veut pas qu'il bouge, on ne veut pas qu'il crie. Alors, moi, je me souviens que ma mère m'avait dit que il ne fallait pas que je parle, si on ne m'avait pas posé de questions, il fallait que je reste assise là, sur la chaise et que je ne bouge pas. Alors, très tôt, là, je me souviens, moi, parce que moi, je la porte très, très, très forte, cette blessure du rejet, je me souviens très tôt comment j'avais besoin, en tant qu'enfant, j'avais besoin d'être l'enfant modèle. Et c'est un peu ça ici, on demande à l'enfant d'être parfait. Et je me souviens, parce qu'en tant qu'enfant, on ne rationalise pas, c'est qu'on ne comprend pas, mais je me souviens de ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, qui ne rentrait pas dans le cadre de la perfection. Ça peut être un enfant aussi à qui on ne s'adresse pas nécessairement à elle directement. On parle à sa place, on va finir ses phrases à sa place. Donc, on ne lui laisse pas le droit de. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle l'enfant va se sentir, c'est comme si je n'avais pas le droit d'exister. C'est un enfant qui va avoir été surprotégé. Et l'enfant qui se sent, qui est surprotégé sent qu'il n'est pas accepté comme il est. La blessure du rejet, elle est vécue majoritairement avec le parent du même sexe, c'est-à-dire que l'enfant va ressentir ce rejet à travers, si c'est une fille, à travers sa mère, puis si c'est un garçon, à travers son père. C'est une blessure qui est profonde,
Oui, ici. C'est une blessure qui est profonde. La personne, donc quand on va grandir, on continue. Donc, ça commence à l'enfance, puis après ça, quand on grandit, on a des expériences à l'école qui font en sorte que on se sent rejeté, on se sent repoussé, on se sent mis à l'écart. On se sent comme si on n'avait pas le droit d'exister. Alors, on va recevoir des compliments et de l'attention des gens et c'est comme si on avait besoin de se plier aux normes. Puis ici, je mentionne le mot parent, mais quand on devient adulte, il y a plusieurs personnes dans notre environnement qui vont jouer le rôle de parent. Ça peut être un patron, comme ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être qui va avoir comme le même rôle d'autorité que le parent a eu. Puis même si on est adulte, puis même si on sait comment s'exprimer, tout ça, on va rentrer dans cette blessure du rejet selon les circonstances qu'on va vivre. Donc, la personne qui grandit, donc l'enfant qui grandit va se sentir nul, va se sentir bonne à rien. C'est les mots qu'elle va utiliser. Sentir qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle doit rechercher, elle doit être parfaite pour éviter de souffrir. Elle va se sentir petite, elle ne prendra pas beaucoup de place. Quand on regarde une personne, juste comment elle s'assoit, donc un enfant, puis même un jeune adulte, je le remarque beaucoup dans les comportements, la personne va s'asseoir sur ses jambes. Donc, elle veut se faire toute petite en boule pour ne pas prendre beaucoup de place. Et dans ces comportements, et tout ça, ça se passe inconsciemment. On n'en est pas conscient de ça. Mais dans ces comportements, la personne va tenter de s'effacer. Elle va vouloir se cacher, se couper même, s'isoler, parce que, encore une fois, pour ne pas souffrir, pour éviter de se faire rejeter. Elle croit que la personne qui porte la blessure du rejet va croire que subir des situations désagréables, c'est comme ça qu'elle doit subir plein de situations désagréables comme si elle n'avait pas le droit de riposter, puis comme si ça faisait partie de sa réalité. Et la personne qui se sent rejetée va commencer à développer un masque. Et dans chacune des différentes blessures, il y a un masque. Donc, un masque, c'est comme un vêtement qu'on porte pour tenter de soigner un peu cette blessure. Alors, le masque que la personne qui porte la blessure du rejet va porter, c'est celui de la fuite, donc le masque du fuyant. Alors, pour éviter de souffrir, la personne va rejeter. Okay? Donc, pour éviter d'être rejetée, la personne va tenter de rejeter certaines situations, va s'empêcher de faire quelque chose, va fuir devant une situation qui semble difficile. Elle va mettre son masque de fuyant lorsqu'elle se sent rejetée dans la situation, lorsqu'elle prend conscience qu'elle se sent rejetée, elle va s'effacer et elle va s'isoler. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que plus qu'elle s'isole, plus qu'elle se sent seule, bien, plus qu'elle se sent rejetée, plus qu'elle va rejeter des situations. Alors ça, c'est tout un cercle vicieux qui s'entame. Comme je vous dis, c'est pas, ça se passe pas de façon consciente. Là. OK, là, je me sens rejetée et puis voici, là, je suis en train de rejeter. Ça se fait pas de façon consciente. Tout ça se fait de façon inconsciente. Mais on va tenter d'interpréter les situations à travers ces filtres. Et même si la personne n'est pas rejetée par un père ou par son environnement, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se sentir rejetée. C'est-à-dire que quand je vais coacher, par exemple, un couple ou je vais coacher une personne en relation avec une autre personne et la personne va le mentionner, je vais poser la question, comment tu t'es sentie? Puis elle va dire, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie mise à l'écart, on ne m'a pas demandé la permission ou on ne m'a pas demandé mon avis. Et puis finalement, quand je vais poser la question à l'autre personne, toi, comment tu vois ça? L'autre personne, elle va tout simplement dire, bien, c'était vraiment pas mon intention, j'ai vraiment pas pensé à ça, j'ai juste pensé que ça ne te dérangerait pas ou j'ai juste pensé à. Donc, on vit une situation, une blessure à travers nos filtres, mais pas nécessairement à travers ce que les personnes font et l'intention des personnes. La personne va grandir, il n'y aura pas beaucoup d'amis, encore une fois, par peur d'être rejetée.
Elle va parler très peu visible. Alors, dans les Zooms, je vais le voir, la personne qui ne va pas vouloir mettre sa caméra ou très peu. Dans les courriels, donc la personne qui va me dire « Ah, j'ai tellement, ça fait tellement longtemps que je veux te parler, je veux t'écrire, mais j'ose pas, je le fais pas. » Alors, je vais percevoir que derrière ça, il y a une peur d'être rejetée. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que Nancy pourrait penser? Ou comment est-ce que je pourrais être jugée? Alors, les personnes vont plutôt vouloir chercher à vivre dans leur monde intérieur. Parce que dans leur monde intérieur, c'est moins souffrant. Le monde extérieur, l'environnement, ça peut être souffrant. C'est une personne qui va chercher l'amour du parent du même sexe parce qu'en fait, elle ne l'a pas ressenti. Elle a ressenti le rejet plutôt que de ressentir l'amour. Alors, elle va tenter d'aller le chercher, puis quand on devient adulte, puis si on n'a plus notre mère, on va aller le chercher à travers d'autres personnes, d'autres autorités féminines, si vous voulez. Plus la personne se sent rejetée, plus elle a peur de se faire rejeter. Donc, elle va se sentir dévalorisée constamment. Elle va se comparer constamment aux autres. Elle va croire que, même en relation amoureuse, elle va se poser la question comment ça se fait que quelqu'un peut m'aimer. Elle va rejeter ses choix, donc l'auto-sabotage. Donc, derrière l'auto-sabotage, il y a la blessure du rejet. Parce qu'en fait, c'est la fuite. Et on peut aussi fuir. Donc, au moment où est-ce qu'on s'est senti rejeté et qu'on n'en a pas pris conscience, bien, ça peut être, on vit une émotion. Donc, ça peut être la raison pour laquelle on va se tourner vers la nourriture pour soigner ce malaise qu'on ressent à l'intérieur. La personne va avoir peur de prendre trop de place, peur de déranger. Donc, elle va s'abstenir de prendre les devants, donc d'appeler quelqu'un parce que je ne voudrais pas déranger. Difficulté à donner son opinion, encore une fois, surtout quand on ne lui demande pas. Puis elle va rechercher la perfection parce que c'est ce qu'elle a compris lorsqu'elle était jeune, c'est ce qu'elle a enregistré, qu'on demandait la perfection d'elle. Et pour elle, faire une erreur, ça égale un jugement et le jugement égale je vais être rejetée. Donc, plus la blessure du rejet, elle est forte, plus la personne s'attire des circonstances pour des circonstances qui vont faire en sorte qu'elle va ressentir le rejet ou qu'elle va rejeter. Là, on va dire, bien, c'est bien bizarre comment ça se fait que c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est ça, ça fait partie de la loi de l'univers, ça fait partie de la loi de l'attraction. Donc, quand on vit très profondément un malaise intérieur et principalement une blessure, bien, les circonstances se présentent dans notre vie pour nous permettre de la vivre, de la soigner. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie puis qu'on en prend conscience et qu'on soigne cette blessure-là, eh bien, les situations sont moins intenses. On les ressent de moins en moins. Maintenant, c'est important d'apprendre à les soigner parce que si on reste inconscient, on va rester dans ce malaise-là. Alors, pour vous donner un exemple pour moi, parce que comme je dis, la blessure du rejet, je le sais que je la porte et je la porte, donc dans tout ce qui a été mentionné, je me suis vue, moi, quand j'étais jeune, en fait, j'étais fille unique, donc je n'avais pas beaucoup de références autres que mes parents. Des amis, j'en avais pas beaucoup. Donc j'ai été la personne, j'étais l'enfant l'enfant parfaite là, qui disait pas un mot, qui pouvait s'asseoir là puis rester là pendant des heures de temps. J'écoutais mes parents à la lettre. Ils me disaient de faire quelque chose, je le faisais. Je ne parlais pas si on ne me posait pas la question. Maintenant, j'ai grandi comme ça, même à l'adolescence, j'avais pas beaucoup d'amis. Je vivais dans mon monde intérieur, dans mon monde imaginaire. Et puis, donc, je me suis tournée, oui, vers la nourriture. Ça, c'était pour différentes raisons, mais ça, c'était un de mes refuges. Mais je me suis aussi réfugiée dans l'apprentissage. Parce que dans l'apprentissage, j'étais dans mon monde. Alors, pour moi, je lisais et puis donc apprendre. C'est que ça ne veut pas dire que quand on vit des blessures, que tout ce qu'on a développé, c'est nécessairement mauvais. Il y a des choses qui sont bonnes qu'on a développées, mais c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience et de reconnaître. Maintenant, où est-ce que je me sentais énormément blessée? C'était à travers les paroles des gens. Donc, comment les gens m'abordaient.
Et chaque fois que quelqu'un me donnait un commentaire, je me sentais extrêmement critiquée. Moi, je le prenais comme une critique. Donc, je le prenais, même si le commentaire pouvait être bienveillant, moi, je le prenais très, très, très mal. Alors, ce qui a fait en sorte que, même si j'étais propriétaire d'entreprise, j'étais leader, je vivais énormément. Donc, je vous ai déjà dit, je pense que j'étais dans la peur. Je vivais énormément dans la peur, mais la peur, derrière la peur, c'était la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de faire des erreurs, la peur de déplaire. Donc, tout ça, c'est tout relié. C'était tout relié à ma blessure du rejet. Et juste pour vous dire comment ça peut se transposer dans le côté professionnel, c'est qu'avant de produire Perdre tes kilos avec ton cerveau, ça faisait longtemps que j'avais eu l'idée. En fait, j'ai toujours eu l'idée d'aider les gens de différentes façons. Puis j'avais produit 6 autres programmes en ligne que j'avais fait puis que j'avais présenté à l'équipe de mes entreprises, là, donc aux membres de mon équipe, et puis que j'avais mis en ligne, mais j'avais jamais fait la promotion de ces programmes-là. Pourquoi? Parce que je me sentais un imposteur, parce que j'avais peur d'être jugée, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Puis pourtant, les peu de personnes qui achetaient mes programmes, qui étaient plus professionnels, donc j'ai un programme sur la confiance en soi, sur la communication, sur le leadership, me disaient toutes que c'était super bon, puis même quand que la connexion de mon site Internet ne fonctionnait plus parce qu'il y avait eu des changements, les gens me recontactaient pour me dire « Hey, j'aimerais ça, je n'ai plus la connexion, j'aimerais ça le revoir. » Ça fait que ça me donnait juste l'information comme de quoi que c'était bon, mais moi, je me critiquais par rapport à ça et je ne voulais pas être sur les réseaux, je ne voulais pas me montrer. Ma vulnérabilité, je ne voulais pas la montrer. Alors, juste pour vous dire comment ça se transpose là, dans plein de différents comportements dans tous les aspects de notre vie. Et puis, au fil des années, bien, je l'ai guéri. Donc, je l'ai pensé, j'ai fait exactement, je vais vous en parler bientôt, là, exactement comment j'ai fait. Je l'ai pensé, je l'ai soigné. Et puis, donc, ce qui fait en sorte que les commentaires des autres, maintenant, ça ne me dérange plus. Même, je peux avoir des commentaires assez désobligeants, des gens qui me disent que je suis dans une secte ou c'est une secte, qu'est-ce que je suis en train de démontrer, puis ou je suis une arnaque ou des choses comme ça. Ça fait que j'en ai des commentaires des fois qui peuvent être assez désobligeants, mais ça ne me dérange plus du tout parce que j'ai passé à travers la situation. Sauf, il y a quelques semaines, alors moi, comme je vous dis, plus qu'on avance, quand on en prend conscience, plus qu'on croit que c'est réglé. Donc, même avec ma mère, parce qu'en fait, oui, la situation, c'était avec ma mère. Ma mère est décédée. Même avant son décès, je sentais que je n'avais pas pu faire la paix, mais là, je l'ai faite par après. Ça fait que, tu sais, même encore ça, je me disais comme, wow, le chemin que j'ai fait, là, c'était beau. C'était wow. Pour moi, là, cette blessure-là là, était de plus en plus guérie. Et puis, je me suis rendue, on a dû aller aider mes beaux-parents. Alors, je me suis rendue du côté de la famille de mon conjoint. Et puis, chez ma belle-sœur, qu'on ne voit pas souvent. On le voyait, en fait, je la voyais quand mes enfants étaient jeunes, parce qu'elle a eu ses enfants avant moi, mais quand mes enfants étaient jeunes, et tantôt, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on développe cette blessure-là avec le parent du même sexe, mais que cette mère, donc son filles, cette mère, elle peut être, ça peut être notre patronne, ça peut être notre belle-mère, ça peut être notre belle-sœur, ça peut être une autre personne qui représente le même rôle d'autorité. Et puis moi, ma belle-sœur représentait, c'est ça qu'elle a toujours représenté pour moi, ce rôle d'autorité. Alors, je me souviens quand j'ai été présentée à elle, elle me disait, puis je gardais ses enfants, elle me disait comment faire, puis quoi faire, puis qu'elle me laissait des notes sur le réfrigérateur. Donc, je rentrais dans ce rôle-là, mais je n'avais pas pris conscience à ce moment-là que ça me blessait ou quoi que ce soit. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte que les situations vous blessent? Ça vous appartient à vous. Et on ne peut pas nécessairement le contrôler. Il y a des situations qui vont vous blesser, puis il y a des situations qui vont vous passer 10 pieds par-dessus la tête.
Mais finalement, je veux dire, j'ai une très belle relation avec ma belle-sœur, ça va bien, tout ça, mais on ne se voit pas très, très souvent, donc on ne développe pas nécessairement une relation très profonde. Mais à ce moment-là, elle me posait la question qu'est-ce que tu es en train de faire. Ça fait que là, je lui parle de mes programmes puis tout ça. Ça fait qu'elle s'intéresse un peu. Puis là, je lui ai parlé qu'au mois de septembre, je m'en vais faire une expérience de 21 jours de jeûne. Ouf! Ça, pour elle, elle avait un commentaire. Et là, elle est revenue dans ma tête à moi, la personne autoritaire avec une opinion. Et les mots qu'elle a prononcés, pour moi, ça m'a fait revivre ma blessure de rejet. Et je me suis sentie tellement mal. C'est comme si instantanément, autant que, tu sais, je suis une femme qui est capable de s'exprimer aisément, facilement, avec tous les outils que j'ai, mais à ce moment-là, c'est comme si je m'étais observée, que j'étais revenue la petite fille refermée. J'ai complètement arrêté de parler. C'est comme si j'avais perdu tous mes moyens. J'étais revenue cette petite fille-là qui disait oui, tout simplement, qui acquiesçait aux opinions des autres. Et puis tout le long, tout le restant de la soirée, je me suis effacée complètement. Puis j'ai vécu ce malaise-là à l'intérieur, mais à ce moment-là, comme je vous dis, c'est comme inconscient. On ne le réalise pas tout de suite. Je n'ai pas été capable de faire la technique tout de suite parce qu'on ne le réalise pas. C'était plus tard, quand la soirée était terminée, on a dû retourner chez nous, puis on avait en fait 2 heures de route à faire. Et puis là, mon conjoint qui était super content de la soirée, super joyeux, qui parlait avec qui il avait parlé ici et là, puis moi, je vivais ce malaise-là à l'intérieur. Alors, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Donc, la première étape, quand on vit un malaise à l'intérieur, et surtout le malaise du rejet, c'est d'en prendre conscience. Je me sens mal, je me sens blessée. C'était pas comme, tu sais, je me posais la question, comment je me sens? Okay? C'est la question que vous pouvez vous poser, comment je me sens? Fait que c'était pas la peur, c'était pas le doute, c'était pas la culpabilité, c'était rien de ça. C'était comme, ouch, ça fait juste mal. C'est comme s'il y avait quelque chose, donc j'avais pris conscience que la manière dont on m'avait parlé, ça avait réveillé cette blessure du rejet. Je m'étais sentie rejetée. Son opinion faisait en sorte, parce qu'elle m'avait dit, ben pourquoi? Veux-tu bien me dire pourquoi une personne voudrait aller vivre 21 jours de jeûne? Puis là, c'est dangereux, puis elle commence avec toutes ses opinions. Donc, c'était son opinion, mais je comprends ça. Sauf que c'est venu réveiller cette blessure-là. Puis pourquoi ça vient réveiller des blessures? Bien, en fait, comme je vous ai dit, parce que souvent, la personne qui est devant nous, qui nous fait réveiller cette blessure-là, c'est qu'elle a la représentation de la relation qu'on avait avec notre mère. Donc, c'est ça qui n'a pas été guéri. Ça fait qu'avec ma belle-sœur, moi, à l'intérieur de moi, je n'ai pas guéri cette blessure-là avec elle. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu nécessairement de relation profonde qui m'a permis de guérir cette blessure-là avec elle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris mon 2 heures, j'étais dans mon petit monde intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la deuxième étape, c'est l'acceptation et le pardon. L'acceptation, c'est extrêmement, extrêmement important. Je vous ai déjà parlé du deuil, mais c'est que quand on a une blessure, à quelque part, on a besoin de passer à travers les étapes du deuil, mais pour se rendre rapidement à l'acceptation. Puis l'acceptation, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire que je suis d'accord de la manière dont elle m'a parlé, je suis d'accord les paroles qu'elle a utilisées. J'aurais bien voulu qu'elle soit un petit peu plus bienveillante envers moi. Mais dans le fond, l'acceptation, c'est que j'accepte le fait que l'autre personne, elle est humaine. Puis qu'elle ne voulait pas me blesser. Je sais que ce n'était pas dans son intention de me blesser. Si j'aurais voulu avoir une communication, un dialogue avec elle, j'aurais pu lui dire « ça me blesse, qu'est-ce que tu me dis? » ou j'aurais pu vraiment, puis elle m'aurait écouté. Je le sais, ça, je la connais assez pour ça. Sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu cet instinct de faire ça, mais on est capable de le faire après. Vous n'avez pas besoin, quand on veut soigner une blessure, on n'a jamais besoin de le faire avec la personne devant nous. On peut très bien, c'est mieux de le faire avec nous-mêmes. Alors, vous pouvez ici utiliser la visualisation. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est que vous vous imaginez, vous pouvez fermer vos yeux, mais vous vous imaginez que la personne est devant vous. Vous pouvez le faire devant votre miroir, puis avec votre reflet, vous vous imaginez que la personne est devant vous. Et puis, tout simplement, vous lui donnez, en fait, l'acceptation. Vous acceptez qu'elle est humaine, qu'elle n'a probablement pas pris conscience de son attitude, puis que son attitude a fait en sorte que je me suis rejetée. Alors, encore une fois, ce n'est pas elle qui m'a rejetée, c'est moi qui s'est sentie rejetée. Et puis, pour ça, je la pardonne.
Et j'accepte aussi que je suis humaine. Donc, j'accepte le fait que oui, ça va m'arriver encore de vivre des situations avec où est-ce que je me suis sentie rejetée. Et alors, je suis humaine et moi aussi, je me pardonne. Pour faire en sorte que je peux avoir le sourire par rapport à ça. Alors, j'ai plus la blessure. Au moment où j'ai pris conscience, j'ai mal, là, je suis en train de cheminer vers l'acceptation, je lui pardonne, elle n'a pas fait exprès, ce n'était pas son intention. Puis moi aussi, je suis humaine, je suis en train de vivre. C'est comme, dans le fond, c'est comme un aha moment. Ah, ben tiens donc, je pensais que cette blessure-là était rejetée, était guérie, pardon. Elle ne l'est pas. Puis là, ben c'est important de ne pas s'en aller dans pourquoi, tu sais. C'est essayer de comprendre pourquoi qu'elle a fait ça, pourquoi qu'elle a dit ça. C'est pas important. Parce que dans le fond, la réponse, pourquoi qu'elle le dit, c'est parce qu'elle est humaine, puis pour elle, le jeûne, elle n'est pas rendue là. Pour elle, elle a la croyance que c'est dangereux, puis mon opinion, elle n'était pas en alignement avec l'opinion que j'avais à présenter, puis elle n'était pas ouverte d'esprit non plus. Alors, c'est ça le pourquoi. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est même pas important. Tout ce que j'ai besoin de cheminer vers, c'est l'acceptation. Elle est humaine, je suis humaine, je la pardonne, je me pardonne d'avoir réagi. Et surtout, je me donne le droit. Parce que quand on a la blessure du rejet, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit d'avoir cette opinion-là. Je n'ai pas le droit de faire du jeûne comme je veux. Je n'ai pas le droit d'aller vivre cette expérience-là parce que ça sort de l'ordinaire, parce que je suis différente. Alors, on ne se donne pas le droit d'être différente, d'être comme on est. On ne se donne pas le droit d'être, tout simplement. Alors, c'est la troisième étape de notre guérison, si vous voulez, notre cheminement de guérison, se donner le droit. Tout le monde a le droit à son opinion. Et ça, c'est vraiment une phrase clé que je me répète souvent. Donc, quand je suis en train de faire le cheminement pour soigner ma blessure, tout le monde a le droit. Elle a le droit à son opinion. Elle a le droit de ne pas être rendue où est-ce que moi je suis rendue. Elle a le droit de ne pas accepter qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que je présente comme croyance ou comme perception, peu importe. Elle a le droit. Et moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi, j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit à mes croyances, j'ai le droit à mes opinions, j'ai le droit à mes projets. Et tout simplement, quand on chemine vers se donner le droit, c'est comme si on apaise, on se sent de mieux en mieux. Et on termine par s'aimer conditionnellement. Parce que plus qu'on s'aime, plus qu'on s'accepte, plus qu'on s'aime et on s'accepte comme on est, puis je suis fière, on est fier de soi pour se donner le droit d'exister et de conserver nos convictions, conserver nos croyances, conserver nos opinions. Alors, au lieu de se juger, se douter et adopter les croyances ou les opinions des autres, alors plus qu'on s'aime, plus qu'on se respecte, plus qu'on se donne le droit, plus qu'on s'accepte, plus qu'on est en train de soigner notre blessure. Et c'est à ce moment-là que les circonstances vont être de moins en moins intenses. Alors, je suis convaincue que si j'ai une autre conversation, donc la prochaine fois que je vais parler de mon expérience, une fois que je vais avoir fait l'expérience, ou peut-être même cet été, je vais avoir une conversation avec, puis je vais lui parler encore une fois de l'expérience que je vais vivre, puis comment j'ai hâte, parce que j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là. Et que probablement qu'elle va avoir encore une autre opinion, peut-être qu'elle va avoir une différente opinion, mais je suis convaincue que je ne vais pas me sentir rejetée autant et intensément que je l'ai été la première fois. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce processus-là dans ma tête. Fait que déjà là, je vais avoir une acceptation, donc peu importe l'opinion qu'elle va me donner, je vais avoir une acceptation de son opinion. Puis je vais probablement utiliser des autres outils que j'ai, comme, ben, tu as le droit à ton opinion, tu as le droit de penser ça. Pour moi, je suis rendue là, puis ça me fait plaisir. Et puis, si elle ne veut pas entendre plus que ça, ben, on va changer de sujet, mais je ne me sentirai pas aussi rejetée que je me suis sentie la première fois. Alors, c'est comme ça qu'on soigne la blessure du rejet. En fait, on va soigner toutes les blessures de cette façon-là. Mais je voulais vous parler de celle-ci. Bien, elle me parle
elle me parle plus en profondeur que les autres, mais en fait, j'aimerais ça que vous entendre par rapport à qui porte cette blessure, comment ça vous a parlé, comment vous le vivez, vous, dans votre vie. Alors, j'aimerais ça pour qu'on puisse échanger par rapport à ça.